Sylvia, on y va? Madame Richter, on y va? Donc bienvenue au Mémorial de la Shoah. Je suis Claude Singer, le responsable, je suis historien, responsable pédagogique ici depuis une vingtaine d'années. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, je vais essayer de ne pas écorcher vos deux noms, Damien Hurtebise et Yael Abessira, vous voyez, j'ai réussi, pour cette séance qui va être consacrée essentiellement à la propagande et, si j'ai bien compris, la propagande radiophonique, ce qui est tout à fait intéressant, et nous allons être à la pointe des recherches grâce à nos deux intervenants. Alors je voudrais vous les présenter très rapidement et je leur demanderai peut-être tout à l'heure de manière liminaire de se présenter un petit peu mieux l'un et l'autre. Donc Damien Hurtebise, vous êtes chartiste, vous êtes le conservateur au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Et à ce titre, vous vous occupez des archives qui concernent, si j'ai bien compris, la radio en Afrique du Nord et au Levant. C'est même plus large que ça. Ce sont toutes les archives qui ont été rapatriées des anciens protectorats en Afrique du Nord, donc Maroc et Tunisie, et du mandat en Syrie et au Liban. Et donc vous avez fait une étude, vous allez nous communiquer quelques éléments sur la propagande radiophonique pour toute la région durant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire en 42-43, je suppose, vous allez le préciser. Je n'ai pas signalé que vous êtes un spécialiste des archives d'Afrique du Nord. Et Yael Abessira, vous êtes franco-israélienne, vous êtes docteur en histoire de l'Afrique, spécialiste de la Tanzanie, et vous allez nous parler aujourd'hui de la propagande qui était essentiellement radiophonique, à partir des archives aussi que vous avez dépouillées, et qui concerne, si j'ai bien compris, essentiellement la population musulmane. Donc c'est vraiment une communication tout à fait nouvelle, non seulement parce que vous avez eu accès à ces archives, mais qu'on va s'intéresser à une population qui jusqu'à présent apparaît peu dans l'historiographie, c'est-à-dire cette population musulmane qui est dans une société coloniale, pour parler un petit peu rapidement. Je vous demanderai de vous présenter un tout petit peu mieux tout à l'heure, je m'excuse de cette rapidité dans la présentation. J'aimerais préciser mon travail récent depuis 1 an et demi à l'Institut Ben-Zvi de Jérusalem, où nous classifions de nombreux documents issus des archives de France, et j'en ai fait justement l'innovation et l'utilisation de mon papier aujourd'hui. Eh bien, merci de nous communiquer ces recherches toutes fraîches, si j'ose dire. Monsieur Hurtebise, voulez-vous présenter un petit peu mieux que je ne l'ai fait? Je m'en excuse. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, je m'occupe à Nantes de toutes les archives rapatriées des anciens protectorats et mandats, c'est-à-dire que ça concerne Maroc, Tunisie, Syrie, Liban, les 4 pays de type colonial, mais qui ne sont pas exactement des colonies, les 4 pays confiés à la tutelle des affaires étrangères. Je suis moi-même fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, où j'assure la conservation et la mise à disposition de ces fonds d'archives qui représentent plusieurs kilomètres linéaires sur l'histoire de ces pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Avant de vous donner les 20 minutes, pouvez-vous préciser un petit peu votre sujet d'intervention? Alors, mon sujet, je vais vous présenter une source tout à fait intéressante que nous avons à Nantes, qui a été inventoriée récemment et qui permet de faire de très nombreuses recherches sur la propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Je veux parler des écoutes radiophoniques qui ont été tenues à Beyrouth pendant pas tout à fait toute la durée de la guerre. Ça a commencé début 1941 jusqu'en 1945. Alors, j'entre tout de suite dans le vif du sujet en vous rappelant que une guerre ne se limite pas à des opérations militaires, et que les dernières interventions en Irak, en Afghanistan, en Afrique du Nord, dans le cadre du printemps arabe, ont bien montré les difficultés de cet exercice. Pour qu'une victoire soit complète, il faut l'emporter à la fois sur le terrain, mais également dans les cœurs. Et les stratèges, maintenant, intègrent automatiquement, en parallèle, cette action en direction des populations, ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie d'influence. Or, ce phénomène n'est pas nouveau. Et déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, la lutte était intense entre les belligérants pour emporter la bataille de l'opinion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes alors dans un contexte
où le moral joue un rôle très important, où la population d'Afrique du Nord a subi déjà depuis plusieurs années les rigueurs économiques de la guerre avant d'en découvrir les dangers. Les nouvelles du front lui parviennent comme un écho assez lointain dans un premier temps, un écho souvent déformé et qui est en proie à toutes les rumeurs. Alors, bien sûr, la mise en place de la censure à partir de l'état de siège empêche la diffusion de certaines nouvelles, mais elle est inefficace pour désigner l'ennemi à des populations qui pourraient se laisser séduire par des sirènes ou tenter ou des populations en proie au doute. Pour diffuser des messages, la télévision n'existe pas encore avec son journal télévisé. Et les journaux papier ne sont lus que par une frange trop maigre de la population. Reste la radio, dont le nombre d'auditeurs est alors en pleine expansion. C'est le média que choisit le général de Gaulle pour lancer son appel du 18 juin 1940. Et chacun garde à l'esprit le fameux indicatif de l'émission « Ici Londres, les Français parlent aux Français », que l'on prend souvent à tort pour l'expression du général. La radio est donc un instrument essentiel de cette propagande de guerre. Elle a déjà fait l'objet de nombreuses publications et je vous propose maintenant de placer l'Afrique du Nord au cœur de cette recherche dans le contexte de l'année 1942. Paradoxalement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est à partir d'une source écrite que je vais vous parler de radio, mais d'une source dont vous allez bientôt comprendre à la fois la richesse et l'intérêt. En janvier 1941, quelques mois avant l'opération Exporteur qui devait placer à la tête du Liban les troupes ou les représentants de la France libre, le service d'information et de radiodiffusion de Beyrouth crée un centre d'écoute radiophonique. Jusqu'à la fin de la guerre, tous les postes radio du monde entier dont les émissions ont pu être captées à Beyrouth ont fait l'objet jour après jour d'une écoute et leurs messages ont été retranscrits, traduits, analysés. Le résultat est une collection formidable de 81 registres de procès-verbaux reliés et classés en 3 catégories presse radiophonique ennemie, alliée et neutre. Plus une 4e catégorie que les responsables par pudeur n'ont pas voulu qualifier, c'est la presse de Vichy. Cette collection d'environ 40 à 50 000 pages est conservée aujourd'hui au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Elle couvre, à l'exception de quelques registres qui ont été perdus, l'ensemble de la période et la diversité des émissions de radio. Elle répond exactement au sujet de ce colloque, puisqu'elle retranscrit uniquement des émissions qui pouvaient être captées dans le monde arabe et qui présentaient à ses yeux un intérêt suffisant. C'est à partir de sources de même nature, portant sur la propagande nazie, que Jeffrey Herf vient de sortir le mois dernier en France, grâce au Mémorial de la Shoah, son étude sur Hitler, la propagande et le monde arabe, qui est basée notamment sur des transcriptions d'écoutes américaines faites au Caire. La collection dont je vais vous parler aujourd'hui présente l'intérêt d'embrasser, dans une même analyse et suivant les mêmes critères, toutes les tendances de la guerre. Pour autant, toutes les émissions ne sont pas représentées, d'abord parce que Beyrouth se situe à distance de l'Afrique du Nord, et d'autre part parce que le brouillage rendait l'audition de certaines émissions impossible. Et donc, aussi homogène que soit ce corpus, il n'est pas exhaustif, j'en suis bien conscient. Au départ, début 1941, l'écoute porte uniquement sur les postes français ou ceux de l'Empire. Mais rapidement, le travail s'étend à toutes les émissions audibles à Beyrouth dès le mois d'avril 1941. Parmi les radios ennemies qui font leur entrée dans le corpus à ce moment-là, je citerai les radios allemandes, italiennes, bulgares, yougoslaves, japonaises et finlandaises. Puis, à partir de décembre 1941, 2 radios arabes pro-nazis, la radio des Arabes libres et la radio de la nation arabe. Du côté des Alliés, les stations comptent naturellement avant tout Radio Londres, qui fait l'objet d'une attention particulière, mais aussi des radios américaines, russes, iraniennes, australiennes, égyptiennes, palestiniennes, etc.,
ainsi que Radio Alger, qui deviendra par la suite Radio France. À cela s'ajoutent des radios neutres, et essentiellement celles de Turquie, de Suisse et du Vatican. La première mission d'une radio en temps de guerre, c'est d'informer, sachant que dans tous les camps, le filtre de la censure contrôle et façonne cette information. Or, pour atteindre son public, une station de radio doit avant tout être comprise et donc proposer une offre dans la langue du public ciblé. En Italie, Radio Bari émet chaque jour à 7h45 une émission en langue arabe, tandis que Radio Rome s'adresse à 16h50 aux auditeurs francophones. Radio Berlin émet à 7h15 et à 18h30 en arabe, à 21h45 en turc et en grec, à 9h en anglais. En arabe toujours sont audibles les émissions de la radio des Arabes libres qui émet depuis Athènes 2 bulletins quotidiens à 14h et à 20h, ainsi que les émissions de la Nation arabe, un poste clandestin qui émet chaque jour entre 18h et 21h. Radio Vichy émet également un bulletin quotidien en arabe à 17h45. En face, l'offre radiophonique des Alliés envers le monde arabe est nettement plus réduite, ou du moins est-ce ce que le centre d'écoute de Beyrouth en retient. De Radio Londres, seules sont relevées les émissions en anglais ou en français. Radio New York s'exprime régulièrement en français, en espagnol ou en allemand, mais, semble-t-il d'après les procès-verbaux, jamais en arabe, ou du moins ça ne parvient pas jusqu'à Beyrouth. Comme radio alliée du monde arabe, on compte Radio Le Caire, qui émet chaque jour un bulletin d'information à 16h50. Radio Téhéran, où la France combattante dispose d'une émission quotidienne à 19h en français. Les autres radios, comme Radio Alger ou encore Radio Maroc, et surtout Radio Brazzaville, qui est contrôlée par la France libre, ne semblent pas parvenir jusqu'à Beyrouth et n'apparaissent pratiquement jamais dans les procès-verbaux. Pour terminer ce tour d'horizon, la seule radio neutre en langue arabe provient de Radio Ankara, chaque jour à 17h30, mais son écoute est généralement impossible en raison du brouillage permanent durant la guerre. Alors, combien de personnes sont capables d'entendre ces émissions que je viens de vous lister? Une estimation fournie par la Direction des Affaires politiques du Maroc au 1er septembre 1939, juste avant les mesures de restriction à l'achat de postes TSF, cette estimation évalue à 42 297 le nombre de récepteurs radio détenus au Maroc, dont 5 938 détenus par des musulmans marocains et 2 320 par des Israélites marocains. Voilà les chiffres de la Direction des Affaires politiques. Alors, les informations qui sont diffusées sont avant tout factuelles, liées à la guerre et à l'actualité. Ainsi, le 25 octobre 1942, 2 jours après la reprise des combats vers Al-Alamein, Radio Vichy indique, je cite, « Le principal événement qui s'est produit sur l'ensemble des théâtres de guerre est la reprise de l'activité dans le désert égyptien. Une information de Berlin souligne l'échec de l'offensive déclenchée par la 8e armée sur le front d'El Alamein. Plusieurs divisions bien équipées ont été jetées par le haut commandement britannique dans cette opération, mais les fantassins et les chars des puissances de l'Axe ont repoussé avec succès cette attaque. Les troupes germano-alliées ont immédiatement alors passé à la contre-attaque et infligé de lourdes pertes en hommes et en matériel aux Anglais. » Cette présentation des événements contraste, il fallait s'y attendre, avec le communiqué du haut commandement britannique diffusé le lendemain sur Radio Londres et qui dit, je cite, « Les éléments avancés de la 8e armée britannique ont pénétré hier à l'aube dans les positions ennemies. Pendant la journée, leurs gains territoriaux ont été maintenus malgré les contre-attaques germano-italiennes. L'offensive des forces terrestres britanniques en Égypte a été précédée et accompagnée par une activité navale et aérienne alliée. Par contre, l'activité aérienne de l'ennemi a été négligeable. » Voilà, on est tout de suite en présence de ces questions de propagande, de ces sons de cloche totalement contradictoires, entre lesquels les auditeurs doivent se faire une opinion. Dans les émissions françaises, les informations concernent en premier lieu la France et son empire, avec une émission comme Les Nouvelles de France et de l'Empire, diffusée par Radio Vichy, et qui s'intéresse régulièrement à l'Afrique du Nord. Mais elle concerne également les individus,
avec des émissions comme les messages personnels de Radio Londres ou les nouvelles des vôtres de Radio Vichy, où le speaker, dans différentes langues, donne des nouvelles aux familles qui ont été séparées par la guerre. Un trait caractéristique de la radio est d'être, si vous me permettez l'expression, un média immédiat, c'est-à-dire de pouvoir très rapidement réagir et s'adapter à la situation. Dès le lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord, Radio Vichy déplore l'apparition d'un poste clandestin qui, je cite, « sous le nom de Radio Rabat, émet actuellement de fausses nouvelles publiées par les anglo-saxons ». Et Radio Berlin, qui cite cette dépêche, ajoute « Nous prions tous les Arabes de ne pas écouter ce poste ennemi qui propage de fausses nouvelles dans le but de tromper l'opinion publique arabe. » Car l'information n'est pas seulement choisie et donnée, elle est également commentée. Et nous touchons là du doigt un deuxième objectif d'une radio en temps de guerre, c'est-à-dire orienter l'opinion. Dans les jours qui suivent le débarquement en Afrique du Nord, Radio Vichy s'efforce de limiter les effets de la propagande alliée avec des discours comme celui-ci, donné sur Radio Vichy le 19 novembre 1942. Je cite « La sagesse et le bon sens, plus que jamais, recommandent aux Français de fermer l'oreille aux propagandes étrangères et de s'occuper des affaires intérieures du pays. De ce souci, rien ne doit les éloigner, même les événements de l'Afrique du Nord, si graves soient-ils. Car quoi qu'il arrive, il y a toujours une vie quotidienne à assurer, un métier à poursuivre, une nourriture à trouver, un ordre intérieur à maintenir. Le maintien à l'intérieur du pays d'une discipline sociale prime toute autre préoccupation. Ni les divagations de l'esprit, ni les exaltations du langage ne doivent altérer le rythme moral de la vie publique. » Circuler, il n'y a rien à voir. Au-delà de cet appel à courber l'échine, ce message est un aveu très clair de l'influence de la BBC, d'autant plus crainte qu'elle tire profit du débarquement allié en Afrique du Nord. Alors que l'espoir des Français en une hypothétique libération commence à s'émousser en métropole, l'opération Torche constitue le premier élément tangible de la reconquête promise sur les ondes de Radio Londres. Les émissions de la BBC gagnent alors en popularité, ce qui lui permet de lancer sur les ondes des messages, des mots d'ordre ciblés envers telle ou telle catégorie de population pour l'entraîner dans l'esprit de résistance. Par exemple, ce message donné par le speaker de l'émission gaulliste Honneur et Patrie, « Dites-vous ceci, chaque fois que vous mettez un grain de sable dans le rouage de l'infernale machine de guerre allemande, vous apporterez une grande contribution à l'effort de guerre des Alliés. » L'un des grands sujets débattus au cours de cette année 1942, c'est la relève, c'est-à-dire l'offre d'échange d'ouvriers contre des prisonniers de guerre, en échange de la libération de prisonniers de guerre en Allemagne. Sans cesse, les émissions de la BBC bataillent et exhortent les Français à refuser cet arrangement. Elles sont soutenues en cela par de nombreuses radios, y compris par Radio Moscou, qui est pourtant généralement avare de commentaires sur la situation des pays occidentaux. Mais en ce qui concerne l'Afrique du Nord, le thème majeur de l'année 1942 est incontestablement d'ordre militaire, depuis les combats en Égypte et en Libye, jusqu'au débarquement de novembre 1942. La communication des Alliés sur ce plan est encore très maladroite. Curieusement, les émissions en arabe de la BBC ne figurent pas dans les procès-verbaux, mais Faisal Sherif, qui les a étudiées, relève leur grande platitude et l'inadaptation aux aspirations des Nord-Africains. Deuxième inconvénient de cette communication, deuxième faiblesse, c'est que l'armée alliée n'a pas encore fait ses preuves, et donc le discours n'est pas encore rodé. Je vous cite ici un commentaire sur Radio Londres le 7 septembre 1942. « Du point de vue stratégique, le front égyptien a une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement du contrôle de la Méditerranée, mais aussi d'une épreuve que doit fournir notre armée tout entière pour démontrer qu'elle n'est pas inférieure à nos ennemis. » C'est d'ailleurs une caractéristique commune aux deux camps. Le front d'Afrique du Nord est alors interprété comme marginal,
dans le grand théâtre d'opération mondial. Il en résulte, durant l'été 1942, une communication alliée imprécise, brouillonne, et qui se borne généralement à reproduire les communiqués de l'état-major britannique au Caire. La bataille de Bir Hakeim constitue néanmoins très vite un sujet de fierté pour la résistance française qui le porte en exemple à la radio. Je cite, « Le 10 août, en plein désert, le général de Gaulle rencontra le général Koenig. Le chef de la France combattante voulut décorer personnellement le général Koenig et ses soldats. Jamais depuis 2 ans, les Français n'ont eu une participation aussi grande. Certes, les pertes de Bir el Hakim ont été lourdes, mais elles ont porté leurs fruits, preuve en est la résistance qui grandit sur le sol national. Hommes de Bir el Hakim et leurs successeurs, sachez que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. » La communication de Radio Berlin au sujet de l'Afrique du Nord est incontestablement plus offensive. D'abord, le recours quotidien à des émissions en langue arabe témoigne de la volonté de toucher un auditoire situé en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Ensuite, le discours est davantage construit, car il s'affranchit des hésitations des Alliés et de toute présence coloniale en Afrique du Nord. 3 fois sur 4, le propos vise à dénoncer les méfaits des Anglo-Américains, les premiers étant réputés des colonisateurs injustes envers les Arabes, et les seconds déjoués aux mains des Juifs. Je cite Radio Berlin le 28 mai 1942. Le message adressé par le président Roosevelt à la nation juive de Palestine et la déclaration du chef du parti sioniste Chaim Weizmann ont provoqué un grand mécontentement dans les milieux arabes de Palestine, de Syrie et du Liban. La demande de Weizmann relative à la création d'un foyer juif en Palestine signifie que les Arabes doivent se préparer à quitter leur pays. Roosevelt ne pense qu'à l'intérêt des Juifs. D'ailleurs, il n'a entraîné l'Amérique dans cette guerre que pour faire plaisir aux Juifs. Le lendemain, même son de cloche, avec ce message de Radio Berlin, on annonce à Jérusalem que les Arabes produisent 91% de la récolte de Palestine et que les Juifs produisent les 9%. À cette occasion, nous demandons au criminel Roosevelt quels sont les vrais propriétaires de la Palestine. Sont-ils les Juifs criminels qui, au lieu de travailler, passent leur temps à voler les Arabes, véritables propriétaires du pays? Vous entendez la violence de cet argumentaire et en même temps les accents très actuels ou très vivaces de cette propagande qui a porté ses fruits. Le surlendemain, je vous ai lu le message du 28 mai, celui du 29 mai. Le 30 mai, ce sont les Anglais, cette fois, qui font l'objet de la vindicte de Radio Berlin. Je cite, « Les peuples arabes sont très mécontents des Anglais qui ont réquisitionné les vivres et les produits alimentaires pour nourrir leurs troupes, laissant la population mourir de faim. Comment les Anglais veulent-ils que les Arabes collaborent avec eux quand chaque jour, des centaines de personnes meurent de faim? Le monde arabe souhaite la défaite des Anglais, car cette défaite marquera la libération des pays arabes de la colonisation anglaise. » Ce discours répétitif, asséné, martelé presque chaque jour aux oreilles des auditeurs arabes, fonctionne comme un véritable lavage de cerveau et ne cessera qu'avec la fin des émissions arabes de Radio Berlin. Quant aux soldats de la France libre, les soldats de Bir Hakeim dont je vous parlais tout à l'heure, n'étant pas reconnus par Berlin comme une troupe régulière, des soldats d'une troupe régulière, ils sont qualifiés de mercenaires, de traîtres ou encore de bandits. La tonalité de la radio italienne est différente, car beaucoup moins incantatoire, mais le fond de la pensée reste la même. Il y est assez peu question de la situation en Afrique du Nord, y compris dans les émissions en arabe de Radio Bari, qui s'intéressent à tous les fronts, notamment le front russe où les Italiens sont engagés. Mais si la rhétorique antisémite habituelle sur la radio allemande se fait moins présente, elle existe néanmoins. Voici un exemple de Radio Bari le 23 juin 1942. Les derniers succès emportés par les troupes italo-allemandes en Libye ont été accueillis avec joie par la population égyptienne qui attendait cette occasion depuis longtemps. Ces succès représentent un très grand soulagement pour tous les Égyptiens qui ont souffert des Anglo-Juifs, maîtres incontestables de tous les pays arabes. Une grande joie règne actuellement parmi toute la population égyptienne,
car la victoire de l'Axe mettra fin à toutes les souffrances qu'elle a endurées jusqu'à présent de la part des colonisateurs anglo-juifs. À partir du moment où les Alliés commencent à emporter des succès incontestables, c'est-à-dire à partir de la mi-novembre 1942, parce que la victoire d'El Alamein 8 jours plus tôt est maquillée sur Radio Berlin en un repli stratégique, à partir donc de la mi-novembre 1942, il devient plus difficile pour les radios de l'Axe de nier l'évidence. Dans les émissions en langue allemande, reconnaissant à demi-mot l'avancée des ennemis, de leurs ennemis, des Alliés, ces radios insistent sur la difficulté supposée pour les Anglo-Américains d'assurer leur ravitaillement et sur la suprématie des sous-marins allemands en Méditerranée. Mais dans les émissions en langue arabe, c'est toujours le même antisionisme qui revient de façon répétitive. Un exemple de Radio Berlin le 13 novembre 1942. « Chers Arabes, nous vous avons parlé à plusieurs reprises que Roosevelt, fidèle serviteur des Juifs, leur avait promis la plus grande partie de votre pays. Il est en train d'appliquer son plan infernal. Roosevelt a ordonné à ses troupes d'occuper l'Afrique du Nord française et de foncer vers l'Est jusqu'en Palestine, où les promesses accordées aux Juifs seront réalisées. Peuple arabe, poursuis la lutte contre les Anglais et sois prêt à combattre contre les Américains qui viennent pour céder les plus chères régions de votre pays aux Juifs. » De façon générale, la communication allemande de guerre repose sur un principe, diviser pour mieux régner. Constamment, il s'agit de dresser les Français contre les Américains contre les Anglais contre les Russes, les Arabes contre les Juifs, quand le discours des Alliés vise au contraire à aplanir les différences. Sans doute y a-t-il une difficulté, j'en conviens, pour les Alliés, pour les États occidentaux, à soutenir et à encourager Staline naguère décrié, mais vu de Berlin, ce genre de compromis ne peut être que de l'hypocrisie. Les deux radios pro-nazis qui émettent entièrement en arabe, la radio des Arabes libres à Athènes et la radio de la nation arabe, adoptent tout à fait la même rhétorique. Nationalisme pan-islamique, antisémitisme et antisionisme. La différence tient surtout à la portée des informations à caractère plus localisé et au champ couvert par ces informations qui s'attachent essentiellement à la zone du mandat britannique. De l'autre côté, Radio Le Caire fonctionne comme la voix de l'état-major allié et ses émissions se bornent généralement à reproduire en arabe les communiqués de l'état-major au Caire. Radio Téhéran, en revanche, est beaucoup plus originale, plus libre dans son émission confiée à la France Libre, qui est tantôt humoristique, tantôt réfléchie, tantôt factuelle. Il y a un troisième objectif que visent spécifiquement les radios alliées et qui représente pour elles un enjeu capital, c'est de préparer la libération, préparer la population civile au combat de libération. C'est très net en juin 1944 et dans les mois qui précèdent en France, grâce à la présence de réseaux de résistants, tandis qu'en Afrique du Nord, les consignes à la population ne sont données qu'au matin du débarquement allié. Sur les ondes de Radio Londres, un communiqué donne, une fois le débarquement commencé, ce message. Des mesures ont été prises, indique le général Eisenhower, en vue de renseigner le peuple français dès la première heure, par radio et par tract, au sujet des débarquements entrepris. Et le président Roosevelt qui ajoute « Mes amis, je m'adresse à votre réalisme, à votre intérêt, aux idéaux nationaux français. Ne vous opposez pas, je vous en prie, à ce grand dessein. J'attends votre concours là où vous pourrez, mes amis, et nous verrons poindre le jour glorieux où la liberté et la paix régneront à nouveau sur le monde. » Ce message est diffusé en boucle à la radio et il est bien reçu par les populations d'Afrique du Nord qui le découvrent le matin au réveil. Mais il y a une autre personne qui découvre non seulement le message mais également l'opération Torche le matin au réveil, c'est De Gaulle. Et il prend, vous vous en doutez très mal, ce silence de ses alliés et fait paraître un communiqué à la radio. Il n'est pas question d'étaler une quelconque division.
Et donc, De Gaulle affiche son soutien et il fait paraître un communiqué dans lequel il dit, je cite, « Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie constituent la base de départ pour la libération de la France. Nos alliés américains sont à la tête de cette entreprise. La France combattante, qui a déjà remis dans la guerre sacrée une partie importante de l'Empire, a toujours espéré et voulu que cette Afrique du Nord française, où tant de gloires furent acquises, où tant de forces sont préparées. Chefs français, soldats, je résume un petit peu, une seule chose compte, le salut de la patrie. Français de l'Afrique du Nord, si par vous nous rentrions en ligne d'un bout à l'autre de la Méditerranée aux côtés des Alliés, voilà la guerre gagnée grâce à la France. C'est une claire mise au point qui est donnée sous forme de soutien. La tension monte encore d'un cran dans les jours qui suivent avec la désignation de Darlan comme haut commissaire en Afrique du Nord par les Américains et De Gaulle qui tente de réagir sur les ondes de Radio Londres se voit immédiatement censuré. Il a pour lui le soutien d'autres radios qui sont dans l'escarcelle de la France Libre, qui bénéficient du soutien de la France Libre, notamment Radio Brazzaville et Radio Téhéran, dont je vous parlais tout à l'heure, avec une émission consacrée, confiée à la France Libre. Voilà, je résume très vite les dernières informations que j'avais à vous donner pour vous dire que la réaction est immédiate après les communiqués de Radio Téhéran qui insistent sur la désignation de De Gaulle comme chef, comme représentant de la France en Afrique du Nord et en France en règle générale. La crispation est telle que De Gaulle refuse de paraître de nouveau à la radio et il met fin à son émission Honneur et Patrie qui représentait le gaullisme sur les ondes de Radio Londres. Cette crise est majeure. Churchill tente de faire revenir De Gaulle sur sa décision et la crise ne peut se dénouer de façon brutale avec l'assassinat de Darlan le 24 décembre 1942 qui met fin à l'unique obstacle de communication entre De Gaulle et le reste des Alliés. En conclusion, je souligne la richesse de ces procès-verbaux d'écoute radio dont je viens de vous parler et parce que saisis au vol depuis Beyrouth, ces émissions apportent un témoignage de première main sur la communication de guerre en train de se faire. On y sent de la résignation et de la discipline du côté maréchaliste, de l'espérance et de la combativité du côté gaulliste, et une haine en tout genre du côté nazi. Ce discours se dévoile au fur et à mesure des événements, et c'est cela qui est intéressant, cette immédiateté des émissions de radio. Il y aurait 1000 autres façons d'interroger ces procès-verbaux que l'axe que j'ai choisi aujourd'hui pour